Effectivement, vous parlez de Kata Containers et d'un autre petit projet qui s'appelle QEMU Mini, qui est une version réduite de l'émulateur QEMU. Donc, Kata Containers, en fait, c'est un système qui permet de faire tourner des containers dans leur machine virtuelle individuelle. Donc, chaque container a sa machine virtuelle. Et ça, c'est de façon à améliorer l'isolation et à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de fonctions que les machines virtuelles peuvent offrir. Alors, je vais vous parler d'abord du packaging pour Fedora, puisqu'en fait, Red Hat a cette philosophie de faire ce qu'on appelle upstream first. Donc, quand on fait des développements ou quand on intègre des développements, par exemple, dans Red Hat Enterprise Linux, on commence par le faire en open source via Fedora, la distribution. Alors, mettre des containers dans des machines virtuelles, c'est un petit peu comme vous voyez dans le dessin ou à droite, c'est-à-dire que c'est un peu faire rentrer un carré dans un rond. La raison pour laquelle ils disent le faire, donc là je prends une citation du projet lui-même, c'est pour avoir la vitesse des containers et la sécurité des machines virtuelles. Alors n'importe quel ingénieur sait qu'en fait quand on lit un statement comme ça, c'est justement le département marketing qui l'a écrit, ça veut dire que les deux sont faux. L'idée c'est d'avoir donc quelque chose qui va pouvoir être un remplacement pour ce qu'on appelle les runtime de containers et qui va exécuter vos containers directement sans aucun autre changement particulier. Alors ça fonctionne parce qu'il y a des interfaces qui sont définies, notamment une qui s'appelle Seraio, qui vont permettre de se connecter avec Docker, Podman, Kubernetes, tout un tas d'outils qui utilisent des containers et qui vont passer par cette interface. Et donc voilà ce que le projet annonce, la sécurité, la compatibilité, la performance et la simplicité. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait tourner Kata Containers? Si vous avez un petit peu d'expérience avec les containers, vous savez que la réponse c'est ça dépend. Si on utilise Podman, par exemple, on va simplement ajouter une option sur la ligne de commande en disant, voilà, je veux tourner avec Kata Runtime, et puis, grosso modo, il n'y a pas grand-chose d'autre qui change. Alors, en fait, je mens un petit peu parce qu'il y a tout un tas de choses qui doivent changer. Quand vous avez, par exemple, un système comme Fedora ou RHEL, ou Red Hat Enterprise Linux, où la sécurité est renforcée, donc, alors, ce que je vous dis là, en fait, n'est plus vrai. On a corrigé depuis, mais on avait pendant très longtemps besoin de rajouter cette option pour débrancher ce qui s'appelle SE Linux du fonctionnement. Alors, un autre outil qui est utilisé très souvent pour les containers, c'est Docker. Alors, avec Docker, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un démon. Donc, il faut éditer la configuration du démon et puis il faut passer toujours le même type d'option pour faire tourner votre container. Et puis avec Seraio, vous allez mettre dans un fichier de configuration quelque part pour dire, voilà, le runtime que je vais utiliser, c'est ça, et ça s'appellera Kata Runtime. Donc la première ligne, Seraio, la première ligne qui est là, en fait, explique grosso modo le nom que Seraio va lui donner, et puis ça, c'est l'endroit où vous allez le trouver sur votre machine. En termes d'installation, maintenant, c'est relativement facile, puisqu'il y a des packages Fedora. Ça, c'était justement le boulot que j'ai fait il y a 8 mois. Et donc, ça permet d'installer en une seule commande les différents composants. Alors, c'est un petit peu en fait trapu cette installation derrière cette simple commande parce qu'il y a plein de composants qui se parlent entre eux. Le runtime lui-même qui est chargé d'exécuter les containers. Une partie qu'on a appelée OS Builder qui sert à construire en fait l'image qu'on va mettre dans une machine virtuelle. Un shim qui sert à gérer la communication, tout ce qui est entrée-sortie, la console, ce genre de choses. Un proxy qui va fédérer toutes les données qui viennent du runtime et du shim et envoyer ça à la machine virtuelle et en fait à l'agent dans la machine virtuelle. Et puis, des trucs un peu plus subtils. Par exemple, on essaie d'identifier les pages de mémoire qui sont identiques et de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une seule copie. Donc ça s'appelle le same page merging. Et on a donc un agent qui sert à gérer ça. Voilà. Alors, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis, c'est des détails d'implémentation. À la limite, c'est pas très, très grave. Ce qui est embêtant, c'est de voir tout ce qu'on peut régler et donc dérégler à l'intérieur de ce système-là. Un fichier de configuration de Kata, ça ressemble à ça. Alors, je sais que tu m'as demandé de ne pas faire compliqué, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Il y a des variantes en fonction du type de machine virtuelle qu'on veut tourner. Donc, ça, c'était pour QEMU, ça, c'est pour Firecracker. Et on va regarder rapidement, en gros, des grandes classes de configuration. Il y a tout ce qui est indiqué où se trouvent les choses. La configuration du runtime, il y a tout un tas d'options, mais c'est relativement bien commenté, donc on peut expliquer ce qui se passe. Pareil pour la configuration de l'agent. Et puis, il y a tout un tas d'autres petits boutons qu'on peut
qu'on peut tourner, la façon de créer les instances dans le factoring, comment est-ce que le shim, par exemple, peut être débugué, où est-ce qu'il se trouve, ce genre de choses. Voilà. Alors, donc si je regarde un petit peu ce que je peux être amené à configurer en pratique, il y a l'endroit où se trouve l'hyperviseur, le noyau que j'ai envie de démarrer dans la machine virtuelle, l'image disque que je vais booter au démarrage, et ça peut être une image ou un fichier type initrd. Et puis, bah, ça, c'est grosso modo les options importantes. Il y a une grosse différence d'espace entre initrd et image, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a ces deux choix-là. Et on a évidemment le même type de configuration pour tous les autres hyperviseurs. Bon, voilà, donc ça, c'était la partie en fait un peu ennuyeuse. C'est la partie comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, la partie un peu plus rigolote, c'est de voir comment est-ce qu'on a développé ça. Alors, je vais commencer par vous donner un certain nombre de citations qui vont s'appliquer plusieurs fois dans ma présentation. La première, c'est Monsieur Henry Louis Mencken qui a dit que pour chaque problème, il y a une solution qui est simple, propre et fausse. Ceux qui font du Perl savent que son auteur, Larry Wall, aime bien dire il y a plus d'une façon de faire les choses. Une variante de ça, c'est Andrew Tannenbaum qui a dit qu'il y a un truc qui est bien avec les standards, c'est qu'il y a vraiment de quoi choisir. On a que l'embarras du choix. Vous connaissez la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire que l'entropie, c'est-à-dire le désordre, n'arrête pas d'augmenter avec le temps. Et puis, ça, c'est assez vrai, malheureusement, dans le domaine du logiciel. Donc ça, c'est Richard P. Gabriel qui a dit ça. C'est que c'est un peu comme les drogues, si on arrive à fournir juste ce qu'il faut pour que les gens soient un petit peu accrochés, à partir de là, ça se répand comme un virus, surtout dans le domaine de l'open source. Et une fois que les gens sont vraiment accrochés, bah, à ce moment-là, vous pouvez passer le temps de faire en sorte que ça marche. C'est un petit peu lié à ce que disait tout à l'heure Jean Armel sur le fait que différents composants de logiciels open source ne sont pas toujours au même niveau de maturité. Et très souvent, justement, il y en a qui sont très immatures, mais qui sont en train justement de faire cet effet virus. Alors ça, c'est un collègue qui, quand il m'a vu travailler, il est arrivé, il a eu cette jolie citation qui était « Il faut casser les choses comme il faut de façon à pouvoir les réparer comme il faut ». Et alors, dans le domaine des containers, je n'ai pas trouvé des tonnes de citations, mais j'en ai trouvé une que j'ai trouvée rigolote, parce qu'elle n'est pas du tout dans le domaine de l'informatique. En fait, c'est une dame qui s'appelle Gretchen Rubin, qui est une spécialiste de l'organisation de la maison, et qui dit bah, j'aime les containers autant qu'à peu près n'importe qui, mais en fait, je me suis rendu compte que si je me débarrasse des trucs dont j'ai pas besoin, en général, j'ai pas besoin des containers. Donc ça, je pense que c'est une citation qui s'applique assez bien aux technologies dont on parle. Alors, à quoi ça sert les containers? En fait, c'est une façon de mettre les choses dans des boîtes. Et le besoin de faire ça, en fait, c'est parce que les programmeurs, ils aiment bien contrôler ce qui se passe. Alors, si vous êtes un peu vieux comme moi, vous vous souvenez peut-être de ce genre de choses, c'est-à-dire l'époque bénie où, là c'était macOS, où on exécutait un programme directement sur le matériel, et donc quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ben, on redémarrait l'ordinateur, on débranchait la prise, on rebranchait, et ça gérait le problème. Alors, en fait, depuis, on a rajouté des composants dans les microprocesseurs, notamment un truc qui s'appelle le MMU, Memory Management Unit, et la mémoire virtuelle, ça permet de contrôler un petit peu qui accède à la mémoire. Donc, on a un peu bloqué les pointeurs qui se baladent et ce genre de choses. Et puis, ben, les gens d'IBM qui sont plus malins que les autres, ils se sont dit, tiens, on va contrôler la machine complète. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle des machines virtuelles. C'est un peu The Matrix pour les machines. La machine, elle croit qu'elle tourne sur un vrai matériel, mais en fait, elle tourne dans un bout de logiciel qui lui cache tout et qui n'arrête pas de lui mentir. Alors, le problème des machines virtuelles, c'est que c'est un peu coûteux, donc on a cherché des façons un petit peu moins extraordinairement coûteuses de faire la même chose, et en particulier dans le domaine Unix, il y a eu l'invention d'un truc qui s'appelle chroot, c'est-à-dire de dire je vais exporter un morceau de mon système de fichiers à un endroit particulier, et à partir de là, tu n'as plus le droit d'en sortir. Et donc ça permet de contrôler un petit peu ce que les gens voient dans le file system. Et c'était le début. Dans le domaine des machines virtuelles, le début, ça a été une société qui s'appelle VMware, qui à peu près aux alentours de 98-99, a lancé un petit produit qui permettait de faire tourner Windows sur Linux au départ. Et alors, c'était assez significatif à l'époque parce qu'en fait, on avait démontré que le x86, on ne pouvait pas le virtualiser. Donc, ils ont réussi à faire l'impossible. Je sais comment ça a été fait parce que les fondateurs sont des copains, mais je peux vous dire que ce n'était pas propre à l'époque.
Euh, Toujours dans le domaine d'essayer de mettre les choses dans des boîtes, les gens de FreeBSD ont inventé un truc qui s'appelait Jails. Alors là, c'était un petit peu comme chroot, mais au lieu de contrôler juste le file system, on contrôle les utilisateurs, les fichiers, les réseaux, ce à quoi ils ont accès. Et au niveau de Linux, on a rajouté ensuite une technologie qui s'appelait vServer qui permettait de contrôler les ports. Et à partir de là, on avait pratiquement tout pour pouvoir faire des produits comme Solaris Zone qui permettaient d'exporter en fait des vues restreintes sur votre système avec un contrôle par l'administrateur, ce que vous pouvez voir. Alors ça, c'est un contrôle qui est statique, c'est-à-dire que vous avez accès ou pas accès. Et dans le cadre de Linux, c'est arrivé ensuite un truc qui s'appelle cgroup qui permet de faire des accès un peu plus fins, de dire par exemple, vous avez le droit de prendre tel pourcentage du processeur. Donc vous pouvez avoir des fragments de processeur, de mémoire, etc., qui sont restreints. Et pour régler encore quelques petits problèmes d'isolation, on a inventé une autre technologie qui s'appelle les namespaces. Et ça consiste en gros à dire que, par exemple, les utilisateurs dans un container vont pouvoir être différents des utilisateurs de la machine qui héberge le container. Alors ensuite, il a fallu mettre ce qu'on appelle des outils user space, donc des outils de contrôle qui permettent de gérer tout ça. Et les premiers qui ont fait ça, c'était LXC. Et puis, depuis, on a des gens qui sont devenus très, très connus et qui ont fait typiquement ce genre de choses, dont Docker, qui permet de contrôler facilement tous les systèmes que j'ai listés au-dessus avec une seule commande. Et Docker va se charger de tout mettre en place et puis il fait un certain nombre d'autres choses dont je parlerai tout à l'heure. Alors évidemment, il y a un coût à ce contrôle. En fait, c'est toujours un trade-off, un choix entre des points de vue contradictoires. Donc c'est un petit peu comme le personnage de dessin animé qui est en haut à droite. Les choses ne se passent pas toujours exactement comme on a prévu. Donc par exemple, si on a accès au hardware, on a un accès qui est complet, mais le problème c'est que c'est très fragile et puis c'est pas portable, parce qu'un code qui va tourner sur un Macintosh ne va pas tourner sur un PC, par exemple. Donc, quand on rajoute la machine virtuelle, la mémoire virtuelle, on peut rajouter un certain niveau de protection, mais ça a des coûts en termes de performance, etc. C'est un peu moins fragile. On a un peu solidifié le système en restreignant l'accès. Donc, du coup, on a envie de réouvrir certaines choses. Et par exemple, chez chroot et Jails, c'était une façon de réouvrir par rapport à une machine virtuelle à la IBM, mais on perd des bénéfices. Et donc, du coup, les gens reviennent à la virtualisation. On a une protection complète. On peut tourner DOS et Linux, mais c'est très lent. Les containers, c'est une invention qui a été faite finalement en disant, ben non, les machines virtuelles, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. On va faire quelque chose de plus simple, de façon à pouvoir lancer, par exemple, 1000 containers sur un système. Et Kata Containers, c'est, bon, alors si dans tel contexte, j'ai besoin des avantages des VM, est-ce que je peux faire tourner mes containers dans des VM? Donc, évidemment, on redevient un peu plus lent, etc. Et pour essayer de minimiser cet effet-là, QEMU Mini, c'est un projet où le but est d'essayer de faire une machine virtuelle la plus petite et qui démarre le plus rapidement possible pour faire un petit peu minimiser en fait les effets négatifs de tourner dans une VM. Alors, je vous parlais de boîte. Quel type de boîte? Mais en fait, ce qui compte, c'est le logiciel. Donc, votre logiciel, c'est le meilleur du monde. C'est le truc super important qui compte pour vous. Et vous tenez absolument à avoir accès à un disque, à un processeur, à de la mémoire, à un accès réseau, etc. Vous, de votre point de vue, votre vision du monde, c'est ça. Et c'est la vision qu'on a, par exemple, sur un système où on a accès directement au matériel, comme les anciens Macintosh. Maintenant, le problème, c'est que sur la machine, souvent, on a envie de faire tourner d'autres logiciels que le vôtre. Donc, vous avez le logiciel du voisin, et puis le logiciel système, et puis d'autres trucs qui sont installés, des virus, des machins. Donc, ça devient le bazar. Et donc, on est obligé de mettre au milieu un système d'exploitation qui va contrôler un petit peu tout ça. Et lorsque vous voulez effectivement avoir une zone réservée, mais tout en étant compatible avec le système d'exploitation doit vous fournir quelque chose qui va vous permettre d'avoir ce petit coin de machine rien qu'à vous, donc que vous voyez comme étant complètement à vous et personne d'autre va y toucher, mais en même temps, ça reste sous le contrôle du système d'exploitation. Et donc, l'autre façon de faire, c'est de dire, on va créer une machine virtuelle qui va vous donner complètement votre propre disque, votre propre CPU, etc. Du moins, c'est ce que vous croyez, parce qu'en fait, en réalité, vous tournez sous le contrôle de la machine virtuelle et vous ne pouvez pas en sortir.
Donc ça, par exemple, sous Linux, cette fonctionnalité-là est fournie par QEMU et Libvirt, qui travaillent ensemble, et un composant noyau qui s'appelle KVM, qui interagit directement avec le noyau du système d'exploitation. Donc là, on revient sur une situation qui est presque saine. Vous pouvez avoir un logiciel qui fait à peu près ce qu'il veut, sous contrôle du système d'exploitation, et puis je peux faire plusieurs copies. Alors, si je le fais avec une machine virtuelle, on a cette couche-là. Si je le fais sans machine virtuelle, je vais être en contrôle direct, mais par le biais de services fournis par le système d'exploitation. Et ça, donc c'est comme je vous ai listé un petit peu les composants qu'on a dû développer pour ça. Et donc, on a finalement maintenant une situation où on peut faire quelque chose qui est relativement isolé et qui en même temps est sous le contrôle du système d'exploitation. Donc, je peux en faire plein de copies. Et les containers, en fait, on a démarré ça au départ justement pour pouvoir faire énormément de copies sur la même machine. On a eu un exemple avec Jean-Armel tout à l'heure qui nous parlait de systèmes où on a 12 gigas de containers qui vont tourner en même temps. Et donc, des outils comme Docker par-dessus, à quoi ça sert? Ça sert essentiellement à fournir d'une part le contenu qui va aller sur ces différents composants, et puis Kubernetes va se charger de l'aspect orchestration, c'est-à-dire de faire en sorte que les choses tournent un petit peu toutes seules. Lorsqu'on fait tourner un système Kubernetes comme celui que Jean-Armel a décrit précédemment, ben, on ne se préoccupe pas du détail de comment si vous vous souvenez, il y avait une ligne Canary 10%. Je ne me préoccupe pas du tout de savoir comment c'est géré ces 10%. Le système le fait pour moi. Il va automatiquement compter combien il y a de conteneurs d'un côté, combien il y a de conteneurs de l'autre, combien il y a de trafic d'un côté, combien il y a de trafic de l'autre. Et si vous avez demandé 10%, il en met 10% d'un côté et 90% de l'autre. Et donc ça se fait par le biais d'une interface standard. Donc j'ai décrit déjà CRIO. C'est une interface qui va permettre de gérer toute cette orchestration de ces containers. Et donc, qu'est-ce que c'est Kata Container? Conceptuellement, c'est simplement faire en sorte que les machines virtuelles obéissent à cette interface. Bon, c'est pas forcément complètement simple. C'est pour ça que mon petit bonhomme en haut à droite, il prend une tête de plus en plus perdu. Mais le bénéfice de ça, c'est que je vais pouvoir à la fois avoir l'isolation forte fournie par les machines virtuelles et en même temps l'orchestration par Kubernetes et la distribution de logiciels par Docker. Voilà. Donc, pour minimiser un petit peu l'impact, comme je disais, ben, on rajoute un composant, enfin, on fait un composant optimisé pour ce cas-là, donc QEMU Mini, qui va pouvoir se débarrasser de tout un tas de trucs dont on n'a pas besoin pour les machines virtuelles qui ne tournent que des containers, et qui va permettre du coup de lancer plus de containers, par exemple. Donc j'espère que là, vous trouvez tout ça un petit peu compliqué, parce que ça l'est en réalité. J'ai essayé de simplifier autant que possible, mais ça reste un écosystème assez compliqué. Et donc, on est complètement dans cette situation où Kata Container aujourd'hui, c'est une version on est en train de sortir la version 1.12, donc c'est encore un produit qui est relativement jeune. Et on est exactement à cet état où les gens en ont envie, en ont besoin, se mettent à l'utiliser, mais en même temps, il y a plein de choses encore qui sont un petit peu, qui restent vraiment à faire, quoi. Et notamment travailler directement avec le matériel, etc. Alors, comment est-ce que les pièces sont connectées entre les différents composants dans Kata Container? Ben, vous avez essentiellement une interface, donc un démon, le container D en l'occurrence, qui va parler via donc toute la partie en fait qui est en jaune clair, c'est la partie qui est un peu standard, qui ne différencie pas entre les différents types de runtime. Et donc vous voyez on va avoir essentiellement un composant là-dedans qu'on va remplacer. Et il faut faire en sorte d'être compatible avec le composant de référence, en l'occurrence Runcell. Alors, petite digression, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que les choses soient simples. Sous Linux, c'est jamais très très simple. Et en particulier, si vous êtes sous Fedora, vous n'avez pas Runcell, vous avez Crun. Alors, qu'est-ce que c'est que Crun? Ben, c'est en fait, on avait besoin d'une. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une guerre des langages de programmation. Donc, Runcell, en fait, c'est un outil qui permet de lancer des containers à partir d'une spécification type OCI. Et Crun, c'est la même chose, mais écrit en C. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est écrit en Go, moi j'aime pas le Go, donc je vais le refaire en C. Et bon, il se trouve que depuis, ça a rajouté un certain nombre d'autres fonctionnalités utiles, ce qui fait que pour Fedora, c'est important de choisir Crun. Une des fonctionnalités principales qui compte pour nous, c'est donc en fait, c'est exposé via Podman, c'est la possibilité de faire tourner des containers en étant par route, donc en n'ayant pas un accès complet sur la machine, et ça c'est très très important d'un point de vue sécurité.
Voilà, donc la documentation de Siron insiste sur le fait que I believe C is a better fit for lower level tool. Voilà, donc c'est essentiellement la croyance que c'est mieux écrit en C. Mais ça serait trop simple, il y a aussi des variantes, il y a RunV par exemple. Alors, RunV, c'est encore un autre outil euh, qui essaie un peu de faire la même chose que Kata Container, mais directement en parlant au niveau CI, en ayant sa propre machine virtuelle directement dedans, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, donc, vous avez ici un diagramme qui montre les différentes configurations possibles. C'est pour ça que c'est jamais tout à fait simple. En gros, verticalement, de haut en bas, vous avez l'évolution au cours du temps. Et de gauche à droite, vous avez la transmission des informations sur la même machine. Donc, on a démarré avec une situation où il y avait tout un tas d'étages, Docker Shim, Docker, Containerd, etc. Puis on a essayé de simplifier, etc. Et en fait, on continue à essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de remplacer une boîte, enfin 2 boîtes par une, si on peut. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a réussi à remplacer pratiquement l'ensemble des différents composants qui se parlaient entre l'interface CRI et OCI par un seul. Mais une fois qu'on intègre Kata Container, ça réexplose et il faut qu'on refasse le travail de remettre les choses ensemble. Et donc, on est exactement dans ce cas où c'était par un doute Baum, c'est-à-dire que quand on a le truc sympa avec les standards, c'est qu'on a vraiment l'embarras du choix et il faut choisir le bon. Donc, pouvoir remplacer un runtime par un autre, théoriquement, ça ressemble à ça. Donc, quand on est dans les diagrammes, ça ressemble à ça. En pratique, ça veut dire qu'il faut reconnecter tous les fils qui sont là. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, si on regarde à l'intérieur de la boîte, ça va ressembler plus à quelque chose comme ça. Mais évidemment, du point de vue extérieur, on fait en sorte que ça soit vu comme ça. Donc ça, cette transition, elle est en cours. C'est-à-dire que là, actuellement, l'architecture de Kata Runtime 1.0 est effectivement comme ça à l'intérieur. Donc les composants sont finalement exposés à l'utilisateur qui doit savoir qu'il faut installer ces différents composants et qu'il y a des fichiers de configuration qui permettent de les connecter, etc. Et on essaie de faire en sorte que tout ça, ça devienne complètement caché, que qu'un seul composant gère tout ça à l'intérieur de la même boîte, sans que ça soit vraiment exposé de façon inutile finalement. Alors, bon, donc comme j'ai que 45 ou 70 minutes, je ne sais plus pour cette présentation, j'ai dû laisser tout un tas de trucs un petit peu compliqués. Donc, je ne vais pas vous parler de tous ces trucs-là. Vous pourrez les regarder en ligne si ça vous amuse, ou vous pouvez me poser des questions. Mais voilà, il y a tout un tas de choses encore plus compliquées que ce que je vous ai montré. Donc, le résumé, vous avez bien compris, il y a plus d'une façon de faire. Alors, en particulier en ce qui concerne le packaging, c'était supposé être simple, parce qu'il y avait pas mal de travail qui avait déjà été fait. Kata Container, c'est un projet open source qui marchait bien. Il y avait même des packages pour OpenSUSE. Bon, ils avaient des noms bizarres. C'est-à-dire que QEMU, par exemple, chez eux, c'était un Open BIOS Development Utilities. Alors, c'était un peu compliqué à trouver. Et puis, il y avait tout un tas de conflits parce que quand on intègre des packages SUSE à l'intérieur de Fedora, ça installe plusieurs variantes incompatibles de QEMU et ça fait des choses qui ne sont pas très, très sympas. Donc, en gros, j'ai repris le travail qu'avait fait un autre maintainer qui s'est mis à travailler sur autre chose, donc il avait un peu laissé tomber. Et le problème, c'est que c'était un peu mes premiers packages Fedora. C'était pas tout à fait les premiers, c'était le troisième, mais je savais pas grand-chose. Donc, il y a sans doute un certain nombre de choses qui sont pas terribles, mais en fait, heureusement, j'ai des collègues qui s'y connaissent mieux que moi, qui sont en train de reprendre le travail et de nettoyer tout ça un peu proprement. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec la structure. Donc, je vous ai expliqué maintenant pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette structure à 5 packages. Je m'attends à ce qu'avec la version 2.0 de Kata, on soit capable de simplifier tout ça. Alors, un autre aspect assez amusant, ça ça relève plus de l'anecdote, c'est que rajouter un programme qui est écrit essentiellement en Go à l'intérieur de Kata Container, c'est un petit peu comme de mettre des pastilles de mentos dans du coca. Ça fait des trucs pas super sympas. Et la raison, c'est que en fait, Go, c'est un langage qui a son propre package manager. Et donc, on se retrouve avec deux choses qui sont vraiment pas terribles pour Fedora. La première, c'est qu'il s'attend pendant le build à pouvoir récupérer des choses sur Internet, y compris des petits outils privés. YQ, c'est un truc, il y a un gars qui travaille dessus, qui fait ça, et
Il y a ça quelque part sur GitHub. Et puis, donc, du coup, ça fait ses propres packages. C'est-à-dire que quand vous créez un programme Go, vous avez en fait tout un tas de sous-packages qui sont dans le programme lui-même. Et donc, les gens de Fedora qui sont des malins se sont dit, ben, on va essayer de faire des macros RPM qui vont aider à faire ça. Et ils ont des exemples qui marchent très, très bien pour le cas super simple où on fait un programme où il y a Hello World. Mais en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas du tout correctement si on fait ça dans la vraie vie. Et en particulier, on se retrouve à devoir écrire des lignes de ce genre-là, c'est-à-dire de dire, voilà tous les trucs que mon programme Go a mis à l'intérieur et qui apparaissent maintenant comme des pseudo-packages Fedora qui servent à rien. En fait, c'est juste que c'est des packages de Go, c'est juste pour éviter de les installer plusieurs fois s'il y a un autre programme Go qui utilise le même code. Donc l'open source, c'est, comme tu disais tout à l'heure, il faut comprendre de temps en temps. C'est bien de pouvoir comprendre. Bref, quand j'ai démarré ce projet, je pensais que ça serait super facile. Et c'est un petit peu comme de donner à manger à un enfant. On pense que c'est facile au départ, et puis quand on le fait en pratique, on obtient la figure qui est en haut à droite. Donc je me suis retrouvé avec 66 commits juste pour pouvoir avoir un package qui marche à peu près. Voilà. Alors ça marche pas encore très très bien. Il y a encore plein de trucs qui bougent. Donc je vous ai dit, on est dans la transition vers la version 2.0 de Kata Container. Donc c'est un petit peu comme l'image que vous voyez à droite avec des trucs qui bougent dans tous les sens, des trucs qui clignotent. Enfin bon, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a notamment une intégration dans les morceaux qui ne dépendent pas vraiment de nous. C'est le noyau Linux est en train de refaire une nouvelle version de Cgroups qui s'appelle Cgroups V2. Et évidemment, ce n'est pas du tout compatible avec la version d'avant. Donc, on doit intégrer ça. On cherche des solutions qui permettent d'améliorer la performance de la communication entre la machine virtuelle et le host. Parce que dans les containers, le modèle, c'est que les fichiers que vous voyez sont des fichiers qui sont hébergés sur votre host. Et dans une machine virtuelle, c'est des fichiers qui sont sur votre disque local. Donc, il faut trouver une solution pour faire un saut entre les deux. Et donc, il y a un développement qui s'appelle VirtIOFS qui règle ça. Il y a des problèmes intéressants de performance, etc. J'ai déjà parlé du fait que les containers, historiquement, fonctionnent sous l'utilisateur root, qui est le super utilisateur, donc qui peut tout casser. Et ça, c'est mal. Donc, il faut trouver des solutions pour éviter ça. Donc, on cherche comment faire pour isoler QEMU dans une espèce de jail, mais ça ressemble assez à cette scène de Terminator 2, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on a mis le truc dans une cage, mais en fait, il passe à peu près comme il veut à travers. Il y a peut-être que le pistolet qui reste derrière, et c'est tout. Donc là, on est en train de travailler justement sur comment faire pour intégrer les travaux de sécurité qu'on a fait sur QEMU dans le cadre de Fedora et de Red Hat Enterprise Linux, les intégrer dans l'utilisation de Kata Container. Ce n'est pas complètement évident. Donc, on voudrait essayer de réutiliser un truc qui s'appelle libvirt, qui a été développé largement par Red Hat pour régler ce genre de problème. Et qui fait ce qu'on appelle le Goldilocks Security, donc juste le niveau de sécurité qui va bien. Je vous ai déjà dit que ce Linux fuit un peu de partout dans le cadre de Kata Containers parce qu'on est obligé de faire fuir en fait pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Les idées que la communauté a de ce que ça serait une bonne amélioration pour Kata Containers, ce n'est pas forcément les idées que Fedora a sur la question, que Red Hat a sur la question. Donc, il faut aussi qu'on trie un petit peu quelles sont les améliorations qu'on a envie de voir et celles qu'on préfère rejeter. Je vous ai parlé du fait de démarrer des VM très très vite. Donc là, il y a un travail qui s'appelle micro-VM, où on arrive à booter maintenant des machines virtuelles en quelques centaines de millisecondes. Et puis, comme je vous ai parlé de QEMU Mini, par exemple, les choses qu'on arrive à éliminer, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ça. Je supposais que vous ne savez pas. C'est en fait le tout premier disque IDE. Donc, ça date des années 84, quelque chose comme ça. Donc, l'interface IDE est une interface qui est un peu vieillotte, mais que les machines virtuelles aujourd'hui doivent savoir simuler. Et ça ne sert à rien aujourd'hui pour une VM qui tourne un container, ça sert strictement à rien. Voilà, donc pas mal de travail encore. Moyennant quoi, on arrive à des performances qui sont à peu près convenables. Je vais passer, parce que je suis à court de temps, je vais passer le travail sur QEMU Mini, mais vous voyez, c'est pareil que... Et donc voilà, on est en train de tout casser pour essayer de pouvoir le réparer comme il faut et pouvoir en un sens se débarrasser des containers au sens où tout fonctionnerait à l'intérieur de VM.
Voilà, voilà. Je vous remercie de votre patience et j'espère qu'on a encore un tout petit peu de temps pour les questions. J'ai essayé de parler un petit peu vite. Oui, merci Christophe. Alors, oui, il y a quelques questions. Bon, ça, c'était comme d'hab. Hein, je me suis retrouvé paumé. Au début, j'étais, ah ouais, c'est bon, j'arrive à suivre, et puis schlouf. Mais ça, voilà, ça c'est moi, encore J'ai une fait fois, des c'est pas dessins. forcément. Oui, oui, non, mais c'était très bien. Moi, j'ai même noté deux, trois trucs pour la sécurité que je vais regarder plus tard. Mais... Alors, on passe aux questions. Donc, qu'est-ce que j'ai noté comme question? Je regarde. Alors, Fred qui demande, au final, y a-t-il une différence entre ce kata container et micro VM? Le concept semble le même du point de vue marketing. Alors, donc, MicroVM est un nom marketing qui malheureusement est un peu surchargé aujourd'hui. Mais effectivement, il y a notamment des gens chez IBM qui utilisent la terminologie MicroVM pour quelque chose qui est très proche de Kata Container. La différence, alors, comme j'ai dit, c'est un terme qui est surchargé parce que MicroVM est aussi un modèle de machine virtuelle optimisée pour ce type d'utilisation. Donc, QEMU Mini, en fait, c'est l'idée de faire un QEMU qui soit petit. Donc, QEMU lui-même ne prend pas beaucoup de mémoire. Mais à l'intérieur de QEMU, vous faites tourner une machine virtuelle et cette machine virtuelle peut être elle-même une machine plus ou moins compliquée. Et donc, la machine micro-VM, c'est une machine complètement minimaliste avec pratiquement rien, aucun device physique émulé, pas de timer, pas de truc bizarre. Et, et donc, il y a un peu une confusion à cause de ça, parce que c'est une machine virtuelle qui a été conçue, enfin, un modèle de machine physique, mais émulé par la machine virtuelle, conçu spécifiquement pour les conteneurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, c'est pas moi qui vais le dire, mais moi, ça me paraissait bien complet. En plus, t'as pas insulté les gens qui font du marketing, donc c'est très bien. Alors, question suivante de Eric Akoron. Ah ben, on a dit BEM du coup là. Est-ce plus petit, mais je sais pas qu'est-ce qui est plus petit, mais ah oui, est-ce plus petit dans un kata container par rapport à une VM habituelle? Je sais pas qu'est-ce qui est plus petit, mais bon, si ça te parle. Alors, on essaie effectivement de faire en sorte que la consommation de ressources par la machine virtuelle qui va tourner votre container soit extrêmement faible par rapport aux standards. C'est pour ça qu'on développe des trucs comme QEMU Mini, comme MicroVM, etc. Le but, c'est de faire en sorte que l'environnement d'exécution du container soit minimal. Et donc, par exemple, quand on lance QEMU par défaut, de mémoire, il y a à peu près 45 devices dans le modèle machine standard. Donc, ça va être un contrôleur de disque, des contrôleurs PCI, des trucs comme ça. Il va y avoir plein d'appareils simulés qui seront présents dans votre machine virtuelle. Et quand on lance une micro-VM, il y en a quelque chose comme 5 ou 6. Donc, on a vraiment que le strict minimum pour être capable d'exécuter Linux. Donc, parmi les trucs qu'on utilise, c'est le fait qu'on ne va pas essayer de charger Linux depuis un disque virtuel. On va simplement le mettre en mémoire et puis dire à la VM, tu démarres Linux ici. Et donc, en gros, c'est le charge, toute la partie qui doit émuler un disque, un BIOS, etc. au début, juste pour pouvoir charger Linux, toute cette partie-là, on peut la supprimer. Et c'est une des parties qui a besoin de toutes ces interfaces un petit peu anciennes. Parce que le BIOS, il doit pouvoir tourner sur des trucs, enfin, il doit pouvoir démarrer à peu près n'importe quel CD, n'importe quel truc un peu bizarre. Ok, alors dernière question, tu as 30 secondes pour répondre, mais je pense que tu l'as déjà abordé. C'est David, David qui passe après, donc tu pourras lui réserver tes meilleures questions. En termes de perf, combien de temps en plus met une boîte QEMU à démarrer par rapport à un container? 30 secondes. Alors, aujourd'hui, c'est à peu près 2 secondes de plus sur une configuration QEMU standard et dans le meilleur des cas, c'est 220 millisecondes. On pense pour le réduire à 80. Bravo, moins de 30 secondes. Il est 18h20, c'est parfait. Mais donc, prépare tes questions les pires pour David. Non, non, c'est cool. En plus, ça a été une réponse rapide. Merci encore à toi, Christophe. Je suis sûr que tout le monde t'applaudit chez soi. Ils ont tous posé leur boisson. Mais bon, voilà, c'est ça qui manque par rapport au présentiel. Mais je te remercie beaucoup.